Bien, bonsoir chers collègues. Ouverture de la séance. Je désigne Clément Mézergue, secrétaire. C'est OK pour tout le monde. Absents excusés, ils sont nombreux, avec délégation de pouvoir. Enfin, ils sont moins nombreux du coup. Thierry Dubreuil à Gilles Bouey. Joël Massy à Régis Semerio. Serge Flao, absent excusé, a donné pouvoir à Audrey Combier. Gilles Pruvot a donné pouvoir à Philippe Brard. Il est là, Philippe? Oui, il est là, Philippe. Natacha Bochen a donné pouvoir à Caroline Glise, Thierry Diremer a donné pouvoir à Gilles Bouey, Marilyn Guiriec à Audrey Combier. Ils peuvent être porteurs de deux pouvoirs, vous confirmez, merci. Marilyn Guiriec donc a donné pouvoir à Audrey, Virginie Vidorita a donné pouvoir à Delphine Flora et Frédéric Malville a donné pouvoir à Sophie Carrère qui est bien présente. Est-ce qu'il y a des remarques au sujet du procès-verbal du 24 mai 2022 du côté d'Aucœur-Dizon? Mme Fontaine, Mme Carrère? C'est OK, pas de remarques. Le procès-verbal est donc approuvé et on va faire circuler les registres pour signature. Je vous remercie. Petit conseil municipal ce soir. Première délibération au sujet de l'adhésion de la commune à un groupement de commandes porté par la CALI pour l'achat de formations liées aux questions d'hygiène et de sécurité. Brigitte, je t'en prie, tu as la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'une délibération qui va permettre à nos agents de pouvoir suivre les formations. Le service des ressources humaines est sur les starting blocks. Les agents sont demandeurs. Et donc, ce groupement de commandes arrive à point nommé pour permettre aux agents de poursuivre leur formation ou de les entamer. Et puis, ce sera aussi, l'intérêt, c'est que ça sera dans la proximité et au sein de la CALI. Donc, on aura aussi quelque chose, un outil intéressant pour la commune. Donc voilà, monsieur le maire, il faut vous autoriser à signer donc, cette convention. Question? Pas de question? Très bien, je soumets cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Brigitte, tu gardes la parole au sujet de la modification de la durée hebdomadaire du travail d'un adjoint technique. Voilà, les deux délibérations qui viennent, et notamment cette première, concernent l'organisation aussi du temps de travail. Donc là, bien, il nous paraît évident qu'il nous faut augmenter une durée hebdomadaire de travail pour un adjoint technique. Donc nous étions à 33, je crois, et nous allons passer à 35 heures. Donc ce projet a été présenté en commission des ressources le 1er juillet et un avis favorable a été émis. Donc, monsieur le maire, donc, nous précisons aussi que les crédits nécessaires sont bien évidemment inscrits au budget. Bonne précision. Des observations? Très bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Brigitte, tu conserves la parole au sujet de la création au tableau des effectifs d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Vous savez qu'on est en train de faire bouger un petit peu les choses et qu'il nous faut aussi organiser le travail en interne. Donc, on crée au tableau des effectifs un poste d'adjoint d'animation territoriale à 35 heures. Et c'est un agent il s'agit de mobilité interne. Et bien évidemment, lorsqu'on crée ce poste, on en supprime un autre au niveau aussi du tableau des effectifs. Voilà. Et bien évidemment, les crédits nécessaires sont bien évidemment inscrits au budget. Et la commission des ressources a émis un avis favorable. Très bien, avec votre accord. Des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole à Yannick Clavier. Yannick, où es-tu? Yannick, au sujet du remboursement aux familles des soldes créditeurs des comptes famille. Question passionnante, question complexe. Je t'en prie, Yannick. Effectivement, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021, la régie communale des services périscolaires fonctionnait sur la base d'un paiement par anticipation. Ce fonctionnement a évolué depuis la rentrée 2021 vers une post-facturation via le compte des familles. Donc, la clôture des comptes au 31 décembre 2021, certains comptes de famille avaient un solde de créditeur. Après délibération en commission des ressources du 1er juillet, il a été décidé de procéder au remboursement de l'ensemble des familles. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder au remboursement des familles concernées. Les dépenses nécessaires sont de 8 703 € en recettes. Ils seront donc au chapitre 65
et donc en dépenses et en recettes au chapitre 75 pour un même montant. Très bien, bravo Yannick. Y a-t-il des questions sur ce remboursement aux familles? Alors je précise que si on a mis du temps à rembourser les familles, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté, pour faire court, puisque la régie a été clôturée il y a un an à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a des familles qui attendent qu'on les rembourse depuis un an. Simplement, entre-temps, il y a la trésorerie de Libourne qui a fermé. Il y a eu un transfert de la trésorerie de Libourne à la trésorerie de Coutras. La trésorerie de Libourne avait une interprétation administrative de la situation fiscale qui n'a pas été confirmée par la trésorerie de Coutras. Et puis ensuite, les joies administratives ont fait le reste. Ceci explique que nous n'avons pas été en mesure de procéder à ces remboursements avant l'été 2022. Je précise qu'on va rembourser l'intégralité des familles, y compris celles à qui on doit 40 centimes d'euros de temps en temps, ce qui représente évidemment du travail pour nos agents, mais on a fait le choix en commission, de manière consensuelle, je crois, de rembourser tout le monde, quoi que ça coûte en termes de coûts RH. Y a-t-il des questions peut-être sur ce remboursement aux familles? Pas de questions, Mme Carrère? Très bien, je passe donc au vote sur remboursement des familles. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, une demande de subvention auprès de la DRAC au titre de la dotation générale de décentralisation. Pour faire très très court, vous savez que dans le cadre de notre nouvelle médiathèque, nous allons procéder à une extension des horaires d'ouverture. Jusqu'à présent, la bibliothèque municipale était ouverte 14h30 par semaine. On va passer à 29 heures d'ouverture par semaine. Ça veut dire concrètement qu'on va doubler les horaires d'ouverture au public. Et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, qui est une instance étatique, la DRAC se propose donc de nous accompagner, de nous apporter une aide financière pour les 14h30 supplémentaires qu'on va ouvrir d'ouverture au public de manière hebdomadaire. La DRAC devrait nous accompagner pendant 3 ans et prendre à sa charge 60% du coût RH des 14h30 supplémentaires. C'est précis. Et ça devrait durer 3 ans. Je précise que les nouveaux horaires de la future médiathèque, donc a priori ouverture premier trimestre 2023, j'ose plus dire janvier 2023, je vais dire premier trimestre 2023, parce que sinon Justine va penser que je lui mets encore de la pression. Donc premier trimestre 2023, les horaires d'ouverture seront les suivants. Le mardi, ce sera ouvert au public de 13h30 à 18h30, le mercredi 10-13 puis 14-18h, le jeudi 13h30 18h30, le vendredi 13h30 18h30 et le samedi 10-13 puis 14-18. On fera évidemment un bilan au terme de cette première année d'ouverture. On fera un bilan en quelque sorte de ces nouveaux horaires. Il est possible qu'on ajuste les choses, possible qu'on augmente le nombre d'heures d'ouverture au public. Je précise que quand la médiathèque n'est pas ouverte à tout le public, il arrive quand même 3 matinées par semaine qu'elle soit ouverte exclusivement aux scolaires ou à la crèche ou aux assistantes maternelles. Ça ne veut pas dire que la bibliothèque est fermée à tout le monde. Là, je parle bien d'ouverture au public. Et il est possible qu'on ajuste, par exemple, le samedi. On peut être partisan d'une journée continue. Ça peut être sympa de rester en continu au sein de la médiathèque. Pour l'instant, ce n'est pas le choix qu'on a fait, mais si la demande est là et si, en termes d'organisation, c'est jouable, on procédera évidemment à ces ajustements au terme de cette première année de test, en quelque sorte. Y a-t-il des questions sur le sujet? Pas de questions. Je vous demande donc ce soir de bien vouloir m'autoriser à demander une subvention à la DRAC dans le cadre donc de cet accompagnement. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien. Je vous remercie. Autre délibération en lien avec la médiathèque, quoiqu'elle ne concerne pas directement, exclusivement en tout cas, le projet de médiathèque. Autre délibération donc au sujet d'une convention de partenariat avec le collectif Cancan. Alors vous savez que le collectif Cancan, c'est un collectif de jeunes architectes et de jeunes designers établis sur Bordeaux. Collectif avec lequel 2 enseignantes de l'école élémentaire, mesdames Ledac et madame Létard, classe de CE2 et de CM2, sauf erreur de ma part, avec qui donc ces 2 enseignantes ont souhaité entreprendre un projet pédagogique consistant à faire découvrir aux gamins les notions d'architecture, de design, et puis plus globalement s'intéresser un petit peu à la construction d'un bâtiment tel qu'une médiathèque, sachant que la médiathèque d'Izon est quand même un sacré bâtiment. Ce projet pédagogique s'est déroulé toute l'année. Il s'est terminé cette semaine, lundi. On a eu une petite présentation
du mobilier co-construit entre les gamins et ce collectif de designers, sachant que les gamins ont également fait des visites de chantier. Enfin, il y a vraiment eu un travail pédagogique de fait avec ce collectif. Je crois qu'il y a 10 ou 12 séances avec les architectes et designers, et donc ça s'est très très bien passé. Nous avons les remerciements des 2 enseignantes en question. Simplement, le collectif Cancan nous demande de prendre une délibération ce soir, bon, d'abord pour reconnaître ce travail, et puis ensuite, accessoirement, pour que l'on précise dans notre délibération que le fruit de ce travail, le fruit de cette collaboration, autrement dit les meubles qui ont été co-construits entre les gamins et ce collectif, ne sont pas des meubles soumis à garantie décennale. C'est une action à vertu pédagogique, et ce ne sont donc pas, c'est pas un mobilier qui est couvert par la garantie décennale. Ils nous le demandent pourquoi, parce que je crois savoir qu'ils ont eu une petite mésaventure avec une autre collectivité. On a dû avoir un meuble qui était peut-être défaillant au bout de 3-4 ans, et la collectivité a fait jouer la garantie décennale, ce qui n'était pas très élégant, je trouve. Et donc, par prudence, ils nous demandent de délibérer sur le sujet ce soir. Y a-t-il des questions peut-être? C'est un point de détail. C'est OK pour tout le monde? Je le passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, et ce conseil municipal sera donc très bref, peut-être. Une délibération au sujet de la rétrocession de la voirie des espaces verts du lotissement du Moine Blanc. Nous avons donc, d'abord, j'ai rencontré le président de l'ASL, M. Marion, qui m'a demandé, qui m'a fait part de la demande de l'ASL de voir la voirie, les espaces verts rétrocédés. Le lotissement Le Moine Blanc, c'est celui qui se situe à côté de l'avenue du Champ, c'est un tout petit lotissement. On a évidemment inspecté la voirie qui a été refaite en 2019, la voirie quasi neuve, il n'y a aucun problème, et les espaces verts d'une superficie peut-être de 900 mètres carrés, 1000 mètres carrés. D'une part, représente un intérêt pour le public, c'est-à-dire l'idée c'est de laisser ouvert cet espace vert au public, et il y a peut-être un petit projet autour d'un petit jardin partagé, par exemple, ou installer un jeu pour des gamins. Enfin bref, on pourrait utiliser ce petit espace vert et l'ouvrir au public. Et puis, par ailleurs, c'est pas un entretien, ça ne représente pas un entretien considérable pour les services, puisqu'il n'y a que 900 mètres carrés à entretenir d'espace vert. Pour toutes ces raisons, il me semble, et il a semblé à la Commission, que cette rétrocession était une opportunité pour la commune. Je vous propose donc de bien vouloir voter cette rétrocession ce soir à l'euro symbolique, bien évidemment, et l'affaire serait confiée à l'office notarial de maître Sébastien Boussa et Benjamin Boujard à Saint-Loubès. Y a-t-il des questions peut-être sur cette rétrocession de la voirie et de ce petit espace vert au lotissement du Moine Blanc, le bien nommé? Non? Pas de questions? Très bien, je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Avant de terminer ce conseil municipal, je souhaitais communiquer au conseil quelques informations d'importance variée, on va dire. D'abord, première information au sujet du plan de paysage. Donc, vous savez que la commune s'est engagée dans un plan de paysage et qu'on a été retenu en tout cas par le ministère de la Transition écologique comme lauréat parmi quelques communes de France pour être accompagné donc par l'État. On a préparé un cahier des charges pour retenir le bureau d'études qui va nous accompagner pendant 12-18 mois à peu près dans l'élaboration de ce cahier des charges, dans l'élaboration de ce plan paysage. Ce cahier des charges est en cours de finalisation. Il sera publié probablement mi-juillet. Et on devrait donc avoir notre bureau d'études, je l'espère en tout cas, pour la rentrée ou pas loin de la rentrée. J'attire l'attention de nos collègues d'Occurdison sur le sujet. Si vous souhaitez bien évidemment amender ce cahier des charges, en prendre connaissance déjà en premier lieu, et l'amender pour ceux qui n'étaient pas en commission en tout cas, il n'y a aucun problème. On a grosso modo, on a encore une semaine à peu près pour corriger ce qui peut l'être, ce qui doit l'être. Le document pourra vous être transmis par Karine en format Word, en fichier Word dès demain, et donc toutes les corrections sont possibles. Ça serait bien que vous en preniez tous à peu près connaissance et voir un petit peu vers quoi on s'oriente, puisque c'est évidemment un projet structurant pour les années qui viennent. Ça, c'était une première information. Deuxième information, s'agissant du projet ville sportive, puisqu'il y avait peu d'élus l'autre soir en commission ville durable, je crois, que ça s'appelle comme ça, la commission ville, culture, association. Bon, André Vessière était là, mais il y avait somme toute peu d'élus. Au sujet du projet ville sportive, il est important que j'apporte quelques précisions. Rappelez-vous, on espérait 80% de subventions sur ce projet, qui représente au total pas loin de 900 000 euros TTC. Et donc 80% de subventions, c'était évidemment très intéressant. Malheureusement, l'Agence nationale du sport qui porte ces lignes de subventionnement, l'Agence nationale du sport nous a très clairement indiqué que la caisse était vide, pour faire très court, qu'il y avait trop de candidats, grosso modo, pour la petite somme qui restait à distribuer sur 35 communes candidates.
Et donc, très clairement, ce projet ne sera pas éligible à 80% de subvention. L'Agence nationale du sport nous a conseillé de quitter cette voie de subvention pour en emprunter une autre, plus classique, toujours versée par l'ANS, mais sur un autre schéma. Et cette subvention pourrait nous accompagner à hauteur de 20% du coût du budget. Et donc, on ne parle pas du tout du même accompagnement par l'État. On espérait 80% de subvention de l'État. On se retrouve avec l'espoir d'avoir 20% de subvention sur un projet à 900 000 euros TTC. Ça change la donne. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire maintenant. On en a discuté en commission avec André Vessière notamment. Je pense qu'il serait... Enfin, je soumets la question à tout le monde, mais on a discuté en commission. Il serait, à mon avis, opportun qu'on suive les conseils de l'Agence nationale du sport et qu'on fasse tout pour avoir 20% de subventions sur ce projet en allant chercher des subventions ailleurs. Je songe en particulier au département, à qui on demande quand même beaucoup, je trouve, mais on ne sait jamais, ainsi qu'à la région, sait-on jamais. Je pense qu'il vaut mieux, comme ça, voilà, emprunter cette nouvelle voie de cheminement et puis voir comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres subventions pour faire le reste, plutôt que de maintenir notre demande sur le projet, enfin sur la subvention 5000 équipements sportifs en France, qui, à mon avis, ne sera peut-être pas reconduit l'année prochaine. S'il n'est pas reconduit l'année prochaine, le risque, c'est qu'on n'obtienne rien, en fait. Vous voyez, et il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. J'ai aucun son de cloche positif, en tout cas venant du ministère des Sports, pouvant laisser croire que ce projet, ces subventions 5000 équipements lancés par l'ANS, que cette opération sera reconduite l'année prochaine. Donc j'en ai discuté avec André Vessière. Je crois qu'on était à peu près d'accord, André, pour dire qu'effectivement, il valait mieux tenir 20% qu'espérer 50, 60 ou 70 demain. Si on tient 20% aujourd'hui, on ne le tient pas avec une absolue certitude, bien évidemment. Je pense que ce serait plus sage, à charge pour nous ensuite d'aller chercher éventuellement d'autres subventions. On en discute quand vous voulez. Hein. Il va falloir qu'on statue assez vite quand même, puisqu'il faut qu'on donne une réponse à l'ANS dans les semaines qui viennent. Mais comme je sais que vous êtes peu nombreux à partir en vacances en juillet, c'est ça. Il y en a même qui ne partent pas du tout en vacances, je crois, même en août. J'espère qu'on pourra en discuter cet été et trouver un consensus sur le sujet. Deuxième sujet que je tenais à aborder publiquement, donc en conseil municipal. Y a-t-il des questions peut-être sur l'opération Ville Sportive, qui est une grosse opération? Oui, monsieur Vessière, je vous en prie. On pourrait peut-être consulter les associations sportives comme le basket ou le hand, si elles peuvent financer, donner un... Alors, je sais qu'au niveau du foot, ça peut se faire, au niveau du rugby, ça peut se faire. Les fédérations, oui, les fédérations. Alors, je précise que, d'abord, cette consultation a heureusement déjà eu lieu. C'est-à-dire que, bien évidemment, que dans la présentation de notre candidature sur ce premier cheminement, on a expressément conventionné avec tous les présidents d'associations concernées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sont parties prenantes... Oui, excusez-moi, je parlais... Non, mais je vais vous répondre. Sont parties prenantes aujourd'hui ces trois associations. Si ces trois associations sont parties prenantes, c'est pour deux raisons principalement. La première, c'est pour montrer que notre candidature est solide, et l'ANS a confirmé que notre candidature était effectivement très solide. C'est même, je vous l'ai dit, très probablement le dossier le plus séduisant qu'ils aient eu à examiner en commission. Donc notre candidature est solide. Par contre, ils sont surpris par le montant qu'on demande. Ils ne s'attendaient pas à un tel montant. Mais en tout cas, notre candidature est séduisante, et elle est séduisante parce qu'il y a 4 associations qui sont parties prenantes. Le volley, c'est un lapsus, ça. Le basket, le hand, le futsal et le skate, puisqu'il y a une association de skate qui s'est constituée il y a peu. Et par ailleurs, la deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, grâce à cette convention, on peut espérer un soutien des fédérations respectives. J'ai eu un échange notamment avec la Fédération française de basketball. On a eu une visio qui a duré 2 ou 3 heures avec eux. Ils ont confirmé qu'ils étaient prêts à accompagner la collectivité. Simplement, les montants, alors ils font ce qu'ils peuvent certainement, mais les montants sont vraiment très, très, très modestes. Je crois que c'est plafonné à 35 000 euros. C'est bien, s'agissant de la fédération de basket en tout cas. C'est bien, enfin c'est pas avec ça qu'on va faire péter la sportive. Mais c'est déjà pas mal en tout cas, donc c'est fait. J'ai une autre question. Les 20% de subvention de l'ANS, c'est sur l'ensemble du projet ou c'est sur la structure que j'ai été voir Alors ce serait... Je vais être un petit peu plus précis. On pourrait espérer 20% sur la halle sportive, donc la structure que je vous ai conseillé d'aller voir. Il y a l'équivalent à la Plaine des Sports Bel Air ou ailleurs. Et donc vous avez confirmé que c'était plutôt le produit avait en tout cas de qualité et que c'était un succès sur place, un succès populaire en tout cas.
Et s'agissant de l'aire de fitness, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a également une aire de fitness dans la boucle, on pourrait espérer au conditionnel 50% d'accompagnement sur ce projet. On en a pour 86 000 € hors taxe, je le dis de mémoire, 83 000 € hors taxe. On pourrait obtenir 50% de subvention. Je dis bien on pourrait. En tout cas, voilà. S'agissant du skate, pour l'instant, j'ai... Voilà, sur les 20%. 20%, c'est Halles Sportive et Skate, puisqu'en fait, c'est un seul et même projet, puisqu'il y a une partie du skatepark qui serait au conditionnel couvert. J'attire l'attention des données vraiment sur un point. Je l'avais déjà dit la dernière fois au conseil municipal. On ne prend pas ce soir l'engagement de construire, de réaliser une halle sportive et un skatepark. On prend seulement l'engagement de tout faire pour le réaliser. Autrement dit, ce n'est pas une obligation de résultat qu'on s'impose ce soir. On s'oblige simplement à une obligation de moyens. On s'oblige à tout faire pour pouvoir réaliser cette opération. J'avais attiré l'attention de tout le monde pour dire que sans des subventions, ce serait évidemment très compliqué. Là, on est dans le dur. Donc, on va essayer de passer le cap pour réaliser cette opération, mais je ne garantis pas, évidemment, que ces opérations se réalisent en 2023-2024. On fera tout pour qu'elles se réalisent. On a besoin de l'accompagnement de tous. On met toutes les parties prenantes autour de la table, mais je ne garantis pas qu'on va y arriver. Je suis très prudent. Je préfère l'être. Voilà. D'autres questions, peut-être, Monsieur Vessière? Non, moi j'ai juste une remarque. Quand je suis sorti de la commission, la halle sportive, ça ne me parlait pas trop. Et je suis allé voir, selon vos conseils, celle du Hayan. Et j'étais très agréablement surpris. Même si le skate est à côté, il n'est pas couvert. Mais sincèrement, j'ai trouvé cette structure très, 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 très bien. Et j'ai pu l'imaginer et la positionner sur l'endroit qu'il y a aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas cette faculté d'adapter comme ça. Donc, il faut voir pour ce que ça donne. Donc, si vous passez par le Hayan, moi, je vous conseille d'y aller parce que c'est surprenant. J'étais sincèrement très agréablement surpris. Et ça cartonne. C'est-à-dire que les gens y vont. Les jeunes en particulier, pas que les jeunes. Déjà, ça cartonne, quoi. C'est ça. Voilà, ça rencontre un grand succès. C'est un équipement sportif ouvert au public 365 jours dans l'année, gratuitement, jusqu'à 22h, avec de la lumière. Quelles que soient les conditions climatiques, on peut jouer. Donc franchement, ça cartonne, quoi. Ça rendrait service, évidemment, tous ceux qui aujourd'hui vont au City, ça fait déjà du monde, tous les jeunes. Ça rendrait service aux associations sportives qui ont besoin d'équipements supplémentaires pour ouvrir davantage de créneaux. Et puis ça rendrait service enfin et accessoirement au corps enseignant qui lui aussi a besoin d'avoir des équipements sportifs pour l'enseignement physique et sportif. Donc j'y suis plutôt totalement favorable, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est OK pour les infos sur ce sujet. Dernière info, encore deux petites infos. D'inégale importance. D'abord, il y a eu un comité partenarial le 1er juin dernier relatif à la carence isonnaise en matière de logements sociaux. Donc, comité partenarial, c'est une formule qui emprunte à la litote ou à l'euphémisme, je ne sais pas, pour dire que je suis convoqué par le sous-préfet pour aller faire un peu le point sur l'évolution de notre carence en logements sociaux. Mais ceci étant, il y a toutes les parties prenantes, donc il y a tous les services de l'État, c'est évidemment très important. Il y a le département, il y a la CALI, bref, c'est très très bien d'être accompagné par eux en tout cas, pour faire un petit peu le point sur notre carence. Et puis, rappelez-vous, j'avais dit dès le début du mandat, et c'était en tout cas nous, un de nos engagements, on s'était engagé à essayer de ramener les objectifs de production de logements à un niveau un peu plus raisonnable. Pour rappel, on a démarré notre mandat. L'État attendait de la commune d'Izon qu'on produise 413 logements sociaux d'ici 2025. Autant dire que c'était une folie. Et j'avais dit très clairement aux autorités de l'État que c'était une folie, que ce ne serait pas jouable. Mais en attendant, c'était la loi. Depuis, la loi s'est quelque peu assouplie. Et puis, on a discuté avec le sous-préfet. Et on est bien parti pour réduire cet objectif, pour le passer, grosso modo. Alors, c'était 413 sur le mandat, ce qui faisait 206 et 207, je crois. 206 sur la première période triennale, 207 sur la deuxième période triennale. On passerait de 206 par période triennale, grosso modo, à 125 par période triennale. Autrement dit, on a diminué de 40% les objectifs de production de logements sociaux. Ça reste très compliqué, je ne vous le cache pas, mais objectivement, il me semble que c'est beaucoup plus raisonnable, en tout cas beaucoup plus jouable. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très compliqué pour tout un tas de raisons. Il faudra beaucoup de pédagogie et puis un peu de courage politique, je pense. J'aimerais bien qu'on continue à le faire de manière consensuelle. Il me semble que ces 2 dernières années, en tout cas sur ce sujet,
Il y a eu un consensus à peu près parfait au sein du conseil municipal. J'aimerais bien qu'on maintienne ce consensus, sachant qu'il y a quand même des résistances ici ou là. J'ai encore eu un témoignage là ce matin. J'ai un rendez-vous samedi de riverains mécontents des projets qui sont annoncés dans leur quartier. C'est-à-dire que des logements sociaux, tout le monde a bien conscience qu'il en faut. Évidemment, personne ne les veut à côté de chez soi. Parfois pour des raisons que je trouve pas défendables, parfois pour des raisons évidemment défendables, mais parfois parce qu'on grossit un petit peu le trait sur ce que sont les logements sociaux. Je rappelle qu'une écrasante majorité d'Isonnais sont éligibles aux logements sociaux. Plus de 75% des familles isonnaises sont éligibles aux logements sociaux. Je rappelle que l'année dernière, Brigitte et moi, on a enregistré 121 demandes de logements sociaux de la part d'Isonnais, dont certains viennent objectivement, pas pleurer devant vous, mais presque, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, vous sortez du rendez-vous, vous avez la boule au ventre en disant, il y a des gens qui ont besoin de logement, il y a des familles qui se fracturent typiquement, qui ont besoin de logement d'urgence, des familles qui travaillent localement, qui ont besoin de logement, et sur ces 121 familles, je crois qu'on a attribué seulement 17 logements sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a une écrasante majorité des gens qui ont besoin, des Isonnais qui ont besoin de logements sociaux, qui n'ont pas obtenu de logements sociaux. Alors j'entends parfaitement les riverains qui n'ont pas envie de logements sociaux chez eux, je les rencontre, j'essaie de faire de la pédagogie avec eux, je demande à chacun ici d'être en responsabilité assez consensuelle sur le sujet, parce que c'est très facile d'allumer des foyers ici ou là. Simplement, il faut bien expliquer aux gens que les logements sociaux, une majorité des Isonnais sont éligibles, que ça peut apporter une valeur ajoutée à un quartier, ça dépend du projet, qu'il est hors de question de faire des ghettos, j'insiste, il est hors de question de faire des ghettos, on veut de la mixité fonctionnelle, on veut de la mixité sociale, on s'attache à le faire, on essaie d'être aussi exigeant que possible avec les bailleurs et les promoteurs sur la qualité des habitats. Voilà, on prend en compte tout ça, on ne veut pas défigurer Ison, on intègre un plan paysage pour faire en sorte que le plan paysage permette de sauver tout ce qui doit être sauvé s'agissant de la qualité environnementale d'Ison. On le fait de manière consensuelle, en toute transparence, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important qu'on s'y attelle. L'État, en tout cas, très clairement, l'État attend de nous qu'on poursuive cet effort. On fera le point en fin d'année. Je regrette que ce seuil, cet objectif de 125 logements sociaux sur le premier triennal, je regrette que cet objectif soit, pour l'instant, l'objectif qui est fixé pour le prochain triennal. Concrètement, ça veut dire que le présent triennal là, qui arrive à échéance fin décembre 2022, on va encore nous appliquer les 206 qu'on n'aura jamais fait. Alors j'ai demandé au sous-préfet s'il était envisageable d'appliquer rétroactivement cette souplesse. Pour l'instant, le préfet me dit qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il comprend parfaitement notre position. Il dit effectivement, ce ne serait pas très sport et logique que, alors qu'on va attendre de vous 125 logements sociaux sur le prochain triennal, on exige encore aujourd'hui 206, alors que vous partez de très très loin. Il en convient, simplement, il en attend d'une circulaire du ministre, et tant que la circulaire du ministre ne sera pas tombée, il ne pourra pas se prononcer, il ne pourra pas en tout cas s'engager en ce sens. J'ai bon espoir. Pour ceux qui ont des relais auprès du législateur ou auprès du ministre, n'hésitez pas à lui faire part des difficultés isonnaises. Elles sont objectives. Et ce serait une injustice, je le dis comme je le pense, de continuer à nous appliquer l'objectif de 206 logements sociaux sur le prochain triennal, sur le triennal qui est en cours. Ce serait une injustice qui, accessoirement, pourrait nous coûter très très cher. Je rappelle que c'est parce qu'on n'arrive pas à satisfaire nos objectifs triennaux qu'on paye cette année 159 000 euros de prélèvement SRU, 159 000 euros en gros de pénalité, qui pourrait encore être majoré si on continue à nous appliquer la même recette. Alors que si on se contentait de 125, si on arrivait à présenter 125 agréments en fin d'année, on n'y est pas. Mais si on y arrivait, ce serait pas loin d'un exploit, mais si on y arrivait, on pourrait être juste carencé à hauteur de 50-60 000 euros, et la majoration, on ne la devrait plus. Et donc, dans le contexte actuel, dans le contexte budgétaire actuel, récupérer 100 000 de fonctionnement pour investir sur l'école, sur les voiries, sur les mobilités douces, sur la vie sportive ou que sais-je, ce ne serait pas un luxe, vous le comprenez tous. Voilà. Donc là, on est en train vraiment de jouer une partie, de jouer un match dans les semaines, dans les mois qui viennent, qui va être décisif pour notre capacité à investir au cours des 3 années qui viennent. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais j'espère l'avoir été en tout cas. Je le tenais à le dire publiquement. Dernier point d'information, s'il vous plaît, 2 minutes avant de vous lâcher, s'agissant du contrôle CAF. La nouvelle est tombée, le courrier officiel est arrivé il y a 2 jours. Donc la caisse d'allocation familiale confirme notre redressement en dépit du recours qu'on a exercé dans le cadre de la procédure contradictoire. La caisse d'allocation familiale confirme donc qu'on est redevable d'un rappel de 62 000 euros pour l'année, je crois que c'est 2020, autant pour moi. Donc 62 000 euros de rappel pour 2020, au lieu de 68. Donc au départ, c'est 68, ils ont baissé à 62. Bon, pour une question technique, je passe.
Et la CAF confirme par ailleurs qu'on va perdre 80 000 euros de recettes en 2022 et rebelote pour les années qui viennent. Donc concrètement, on évite la rétroactivité totale, et ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu prendre 3 fois 68 000 euros, c'est autre chose que prendre une fois 68 000 euros. On confirme néanmoins le montant sur une année du redressement, et puis on confirme évidemment qu'on perd 80 000 euros de recettes à compter de 2022, ce qui concrètement signifie qu'il est, ça y est, désormais absolument impossible de maintenir les rythmes à 4 jours et demi à l'école. Voilà, on a eu la confirmation. La question qui s'est posée à moi aujourd'hui, puisque j'avais jusqu'à aujourd'hui pour formuler une réponse à la CAF, la question qui s'est posée à nous, et on l'a abordée en commission, c'était de savoir comment on agissait désormais. On avait le choix entre 2 options. L'option A, on dit à la CAF, OK, on rembourse, mais on vous demande une petite remise gracieuse supplémentaire, si c'est possible. On peut gratter, hein. Vous avez demandé combien de remises ? Essayez de gratter 50 000, mais bon, c'est Karine Longuève, donc si on obtient 15 000, c'est bien. Essayez de gratter une petite remise gracieuse supplémentaire et surtout un étalement du remboursement. On a demandé 4 ans, si on a 3, on sera content. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est on va au carton, on emprunte la voie contentieuse, et là, ça veut dire qu'on entre dans une phase contentieuse avec la CAF. Je ne suis pas sûr que ce soit opportun. Je doute, j'ai des raisons de douter du résultat. On va dire qu'il y a une grande incertitude sur le résultat, puisque les fameuses preuves en question, on les cherche toujours. Il y a eu des échanges, certes, hein, je ne conteste pas qu'il y ait eu des échanges, là, personne ne remet ça en question, mais par contre, en termes de preuves, on n'est pas très à l'aise. Donc on avait le choix en 2 options. Voilà, dire OK, mes petites remises et étalement s'il vous plaît, ou faire un bras d'honneur, dire on va au contentieux, on saisit le tribunal administratif. Ma position à titre personnel, c'est plutôt la première option. J'en ai fait part en commission, c'était avec Marc Boisseau, il me semble, sauf erreur de ma part. Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus opportun à faire, je crois que c'est ce qu'il y a de plus sage à faire, et c'est la voie qu'on est en train d'emprunter. Y a-t-il des questions peut-être sur le sujet? Oui, est-ce que la rétroactivité est actée? Non, justement. Ah oui, non. On obtient la non-rétroactivité. Ah oui, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est-à-dire qu'il nous notifie dans le courrier un redressement pour l'année 2020, non pas de 68 000 mais de 62 000. En revanche, pas de rétroactivité sur les exercices précédents alors qu'ils auraient pu le faire. Donc rien pour 2019 par exemple. Donc déjà ça de prix, j'ai envie de faire. Et il nous confirme que pour les années 21, 22 et suivantes, on va perdre 80 000 euros de recettes par an si on maintient les 4 jours et demi. Donc comme on ne les maintient pas de toute façon, voilà, ça devient jouable. Mais si on avait maintenu les 4 jours et demi, objectivement, financièrement, c'était juste pas tenable. C'est à peu près clair. Y a-t-il des questions? C'est OK? Petite annonce? Oui. Delphine, je t'en prie, Delphine. Oui, en fait, je voulais juste annoncer au Conseil et aux habitants qui nous écoutent que la municipalité a opté pour la dématérialisation des inscriptions à l'accueil périscolaire. Donc, ça y est, c'est mis en place. Donc, les retours pour l'instant sont très positifs. Et cette dématérialisation va permettre de faciliter les inscriptions pour les familles, puisqu'en fait, tout est déjà inscrit dessus, donc les familles n'auront plus qu'à vérifier les données et à les modifier si besoin, donc changement de situation de famille ou un PAI à rajouter, l'accueil des parents qui peuvent venir ou pas. Pour les familles qui ne peuvent pas avoir accès à un ordinateur, ils peuvent venir au sein de la mairie prendre rendez-vous et on leur permettra de s'inscrire avec un agent. Si certaines familles veulent pour la première fois venir le faire avec un agent parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, ils peuvent également prendre rendez-vous avec un agent. Ensuite, sur cet espace, il y aura également les menus. Donc sur ce portail famille, on pourra y trouver les factures, les menus, les différentes manifestations qui seront mises en place par le service périscolaire. On y trouvera également les attestations fiscales. Voilà. Donc pour l'instant, les retours sont très positifs et c'est vrai que ça va permettre un gain de temps aux familles puisqu'il n'y aura plus besoin de venir en mairie et de re-remplir comme tous les ans avec les mêmes informations. Tout est déjà fait. Donc voilà, ça c'était le côté positif qu'on voulait vous annoncer. Il n'y a pas de côté négatif donc. Mais je ne sais pas, mais a priori... Merci beaucoup Delphine de cette information. C'est OK pour tout le monde? Des questions? Non, c'est bon. C'est parfait, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bel été. Faites attention à vous. Au revoir.